Et nous allons justement évoquer les derniers développements de ce conflit avec notre invité du soir dans un instant. Et ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Manuel Pouchelet, vous êtes expert en relations internationales et en géopolitique. Tout d'abord, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a franchi le cap des 1000 jours. Où en est-on aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous savez, vous l'avez évoqué dans votre édition de ce soir, nous avons, entre guillemets, célébré les 1000 jours de conflit, mais en même temps, il serait peut-être intéressant de rappeler certaines phases avec l'invasion russe, l'opération spéciale, c'est le terme qui a été utilisé par le président Poutine. Ensuite, vous avez eu, on va dire, des territoires qui ont été rapidement conquis par l'armée russe, et puis un retrait ukrainien. Ensuite, il y a eu l'effet inverse avec un retour, on va dire, progressif de l'armée ukrainienne, mais vous l'avez souligné ce soir, je pense que cette bataille est perdue puisque M. Zelensky a une partie de son territoire qui fait à peu près la superficie du Portugal qui a été conquise par l'armée russe et où justement, si vous voulez, cette partie est au sein de ces populations des minorités russes. Maintenant, le discours de l'Ukraine est toujours le même. Il souhaite reconquérir les territoires perdus, mais je pense que malheureusement, cela ne sera pas possible puisque le président Poutine a décrété que ces territoires conquis sont de nouveaux oblasts. Donc, en termes de droit international, cela pose question. Maintenant, ce que l'on peut dire à 1000 jours, on vient d'apprendre cette nouvelle qui vient des États-Unis avec notamment cette autorisation de missiles à frapper dans la profondeur, mais cela ne changera en rien le cours de la guerre puisque l'Ukraine est, je pense, dès aujourd'hui vaincue, si vous voulez. Et justement, j'allais vous relancer là-dessus, Manuel Pouchelet, fait marquant de ces 1000 jours de conflit. Washington a autorisé, comme vous venez de le dire, l'Ukraine à frapper la Russie à l'aide de ces missiles, de ces fameux missiles attaqués MS. Quel impact auront ces missiles de longue portée sur ce conflit ? En fait, quand vous regardez l'armée ukrainienne, finalement, elle est un peu hétéroclite, si je puis me permettre cette expression. Pourquoi ? Parce que vous avez des matériels européens qui sont anciens, et aujourd'hui, une guerre moderne, c'est ce que fait l'armée russe d'ailleurs, et on va dire des systèmes d'armes qui sont parfaitement interopérables. Donc, si vous voulez, l'efficacité de ces missiles n'est possible qu'avec une combinaison de moyens modernes, chose que l'armée ukrainienne n'a pas. L'objectif, en fait, des États-Unis, c'est le risque de la co-belligérance, comme l'a rappelé M. Poutine, qui aujourd'hui même a rappelé sa nouvelle doctrine nucléaire qu'il avait déjà modifiée au mois de juin dernier, ce qui veut dire, ce qui devient inquiétant, c'est que les éléments de langage du Kremlin se rapprochent, mais en même temps, pour revenir à la question que vous me posez aussi, c'est l'objectif de ces nouveaux missiles, c'est de taper en profondeur le territoire russe, mais plus précisément les bases logistiques. Il y a à peu près environ entre 200 et 250 objectifs qui ont été, on va dire, repérés par l'Ukraine, ou plutôt, j'allais dire, ses alliés de l'OTAN, pour justement frapper en profondeur et limiter l'impact logistique. La Russie a ses pleines capacités de production d'armes, chose que l'Ukraine n'a pas. Très bien. Et ça, c'est important de le dire. Donc, si vous voulez, je pense que c'est le dernier sursaut, en tout cas concernant l'armée ukrainienne. Manuel Pouchelet, à peine cette autorisation donnée, l'Ukraine a tiré quelques 6 missiles attaque MS, donc selon Moscou. Et doit-on s'attendre dans ce cas-là à d'autres attaques du genre ? Je pense qu'il y aura d'autres attaques du genre, mais en même temps, la Russie frappe aussi en profondeur le territoire ukrainien, dont l'objectif, pour l'instant, sont des cibles liées à la production d'énergie, puisque l'hiver approche à grands pas dans cette région de l'Europe, avec, vous savez, des températures relativement basses. Et finalement, la Russie renouvelle, on va dire, sa stratégie de couper l'Ukraine avec son énergie, c'est-à-dire sans électricité ou sans autres moyens. Tous ces vecteurs que vous venez d'évoquer ne fonctionneraient pas, si vous voulez. Ensuite, il y a quand même dans l'armée ukrainienne des chaînons manquants. Je pense à une aviation de chasse, puisqu'on a parlé des F-16 et puis depuis quelques mois, nous n'en entendons plus parler. Ensuite, vous avez, donc là, cette fois-ci, ce sont les missiles. Donc, excusez-moi, ce sont les derniers jouets que M. Biden autorise à M. Zelensky. Mais une chose est sûre, vous avez entendu, tout comme moi, le fils de Donald Trump qui, en Floride, a bien déclaré ces propos qui sont quand même très fermes en disant « Attention, ce sont les dernières livraisons. Après, nous allons nous désengager. » Et c'est vrai que l'arrivée et le résultat électoral de Donald Trump, où il a annoncé d'ailleurs pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures, est quand même très pressant, tant pour les Ukrainiens et surtout les Européens.
Et cette course à l'armement à l'Ukraine, donc en faveur de l'Ukraine, est-elle justement motivée par l'arrivée au pouvoir dès janvier de Donald Trump ? Oui, en partie, je pense que c'est, comme je vous disais, l'énergie du désespoir, et je vais vous reciter le fameux baron von Clausewitz qui disait « La guerre s'est imposée à l'adversaire, l'exécution de notre volonté ». Mais en même temps, je vous ferai remarquer que l'Ukraine, pour reprendre les propos du président français, M. Macron, n'a pas d'autonomie stratégique. Elle est dépendante de l'OTAN, elle est dépendante de ses puissances alliées qui aujourd'hui, vous l'avez remarqué, commencent à douter. Je pense au chancelier Scholz qui a refusé la livraison de missiles Taurus qui sont également de longue portée, preuve en est que finalement les Européens avancent divisés sur la question ukrainienne puisque derrière cette question ukrainienne, notamment pour l'Allemagne, il y a d'autres enjeux. Je pense aux nouvelles routes de la soie où le territoire russe doit être traversé ainsi que le territoire ukrainien pour aboutir à Duisbourg qui est le point d'entrée de ces nouvelles routes de la soie. Vous aviez également le projet Nord Stream qui a été saboté. Et on commence à y voir certains projets. Donc je pense que le journal de marche des opérations concernant l'armée ukrainienne est délicat. Pourquoi ? Puisque M. Zelensky prévoit de lever 160 000 hommes et le problème c'est bien d'avoir ces derniers armements, mais vous savez, un soldat pour qu'il soit performant sur le terrain, c'est minimum 1 an de formation et ensuite il faudra aussi former les servants de ces missiles. C'est ça le problème. Et pour l'instant c'est ce qu'il n'a pas. Ouais. Et pour revenir aux États-Unis, Manuel Pouchelet, à quoi s'attend aujourd'hui le président américain Joe Biden, dont le mandat d'ailleurs arrive à expiration, après avoir autorisé l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe ? C'est difficile, vous savez, de décrypter le langage de M. Biden, puisque vous l'avez très bien dit, il est en fin de mandat. En plus, le secrétaire d'État américain ainsi que le secrétaire d'État à la Défense ne se sont pas rendus dans la région depuis longtemps, puisque l'ordre du jour des Américains est principalement la guerre à Gaza. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que les Américains, en proposant ce choix à M. Zelensky, il faut aussi se poser la question du financement de ces armes, puisque ce sont des armes qui sont relativement coûteuses, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu une espèce de barouf d'honneur de M. Biden pour justement, peut-être, on va dire, handicaper dès le début la présidence de M. Trump, parce justement, que vous savez peut-on considérer cela comme un cadeau empoisonné à son successeur ? Oui. Je pense que oui. Maintenant, vous savez, Donald Trump, il a une franchise de propos, tout comme M. Poutine, et je pense que ces personnes-là sont capables de s'entendre, on va dire, sur cette issue que l'on attend tous, puisqu'en Europe, on a déjà des voix discordantes. Regardez, j'ai évoqué le choix de M. Scholz, mais en même temps, on a aussi des mots quand même relativement sous-pesé aussi de M. Macron qui parle de négociations. Mais vous savez, moi j'ai entendu pas mal de choses aujourd'hui sur ce sujet. L'objectif aussi de ces missiles, c'est un message qui est un petit peu caché, qui est aussi de frapper en profondeur et de démontrer que les Ukrainiens sont capables de s'attaquer à la Corée du Nord, qui est on va dire, l'allié qui vient d'être engagé aux côtés des forces russes en tout cas. Très bien. Et Emmanuel Pouchelet, face à toutes ces attaques et ces provocations occidentales, la Russie menace désormais de recourir à l'arme nucléaire. Est-ce une menace réelle aujourd'hui ? Vous savez, la Russie, quand on regarde son histoire avec l'utilisation de l'arme atomique, elle est quand même restée, et ainsi que les propos ont été pondérés de M. Poutine, ça c'est important. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai évoqué une évolution de la doctrine russe au mois de juin dernier. Aujourd'hui, nous avons eu de nouveaux éléments de langage. Je rappelle aussi que la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, c'est la paix par la peur. Maintenant, vous savez que l'emploi de cette arme nucléaire est aussi réversible pour ses utilisateurs. Tout dépend de où vous allez frapper, qui vous allez frapper, et ensuite, bien sûr, il y a une condamnation. Je pense que la Russie ne tombera pas dans le piège d'utiliser une arme nucléaire alors que l'on entend déjà parler de négociations. Et justement, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a accusé l'Occident de faire dans l'escalade, à l'heure où des voix s'élèvent pourtant en faveur de la paix. Pourquoi les Occidentaux chercheraient-ils aujourd'hui à faire durer le conflit russo-ukrainien ?
C'est difficile, vous savez, de répondre à cette question de manière très précise. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez des enjeux que sont l'industrie d'armement européenne qui, avant cette guerre, tournait au ralenti et voire même était déficitaire, puisque d'ailleurs l'action et les mots, les éléments de langage, excusez-moi, du Kremlin étaient de pointer du doigt justement ce déficit d'armes et de munitions. Et aujourd'hui, vous avez l'effet inverse, puisque côté occidental, cela fonctionne. Maintenant, je pense que ceux qui vont se faire piéger dans ce jeu, ce sont bien entendu, encore une fois, l'Union européenne qui est incapable, si vous voulez, de s'entendre. Maintenant, les Américains, il y a aussi, côté américain, un élément, excusez-moi, qu'il faut prendre en compte, c'est que vous savez que le fils de Hunter Biden, M. Biden, a aussi de gros intérêts en Ukraine, donc forcément, il souhaite aussi les défendre, alors qu'avec M. Donald Trump, ses intérêts seront perdus de façon définitive et qu'une solution de paix est d'urgence à rechercher. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage, Manuel Pouchelet. Merci, monsieur.